Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans les mardis de Faisons Wascal ensemble. On a démarré un premier live la semaine dernière et vu qu'on a eu des très bons retours, nous avons décidé d'en faire un rendez-vous récurrent tous les mardis en direct sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et puis bientôt sur d'autres plateformes. Nous allons avoir l'opportunité de discuter, d'échanger ensemble. Et donc, je vous invite à nous partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On les voit et on y répondra tout à l'heure. Ce soir, deuxième numéro, donc, avec un sujet principal, la question de la réouverture des écoles. Lundi prochain, vous le savez, le 11 mai, le déconfinement commence. Et la réouverture des écoles fait partie d'une des mesures les plus contestées. En particulier, ce dimanche, plus de 300 maires d'Île-de-France ont écrit au président de la République et au gouvernement pour marquer leur désaccord avec cette précipitation. Ça représente un quart des maires de la région Île-de-France, la plus grosse région de France. Donc on va en parler ce soir avec Marine Cuvelier, qui est représentante de l'association de parents d'élèves de l'école Aragon, l'école maternelle Aragon au Capro, à Ouascal. Et puis bien sûr Patrick Proisy. Bonsoir Marine. Et Bonsoir. puis, euh, nous retrouverons également Patrick Proisy, le futur maire de Fâche-Tuménil, que vous connaissez bien désormais. Et, et donc on commence ce débat dans 5 minutes. Euh, Après ce débat sur l'école, nous entendrons Pierre Charret à l'occasion du 8 mai, dans quelques jours. Pierre est un résistant, franc-tireur partisan, qui nous fait l'honneur de clore notre liste et il aura l'occasion de s'exprimer. Bon, retour au sujet du soir, la réouverture des écoles. On a un vrai problème avec ça, hein. D'un côté, il ne peut pas y avoir de scolarité, d'école, d'enseignement, compte tenu des normes sanitaires à respecter évidemment. Et en même temps, on doit faire quelque chose pour les parents qui ne peuvent pas, ou pour les enfants qui ont également des difficultés, quelle que soit la raison, qui ont des difficultés avec l'enseignement à distance. En plus, le gouvernement met des bâtons dans les roues aux maires, aux directeurs, aux inspecteurs, puisqu'il a publié seulement ce week-end, seulement ce dimanche, un protocole sanitaire de 60 pages, absolument inapplicable. Et en tant que directeur d'école par intérim, hein, d'une école, une grande école, 20 classes à Roubaix, je peux vous le dire, là en ce moment, je compte mes heures de sommeil. C'est vraiment, c'est extrêmement compliqué. C'est pourquoi nous présentons ce soir, au nom du collectif Faisons Wascal, une proposition. Ce qu'on propose, c'est arrêter de parler d'école et de mettre en place, d'assurer un service minimum d'accueil et d'accompagnement pour, je l'ai dit, les élèves ayant des difficultés pour poursuivre l'enseignement à distance, pour les enfants de personnel réquisitionné, les soignants en particulier, mais maintenant il y a d'autres professions, et pour les enfants dont les parents sont obligés de se rendre au travail en présentiel dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Ce service d'accueil, il sera assuré par les personnels volontaires de l'éducation nationale et les agents municipaux, comme en fait ça fonctionne de manière limitée pour les soignants actuellement. Il répondra à des consignes strictes. On fera en sorte que les groupes d'enfants de moins de 6 ans seront limités à 5 enfants. Et pour les groupes des enfants de plus de 6 ans, ils seront limités à 10 enfants maximum. On estime, nous, que ces conditions, ce sont ces conditions qui vont permettre de garantir un service d'accueil complet, restauration incluse, et qui respectera le protocole sanitaire qui a été édicté par le gouvernement. Alors, cette proposition, elle fera l'objet d'un communiqué qui sera envoyé dès ce soir à la presse et puis à Madame Ducré, notre maire de Ouascal. Et je serai, voilà, je le dis, je serai également ravi de partager mon expérience de directeur d'école avec Madame Ducré pour que ça se passe le mieux possible à Ouascal. C'est ça notre souhait. Marine, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Alors, merci d'abord de ton intervention. Euh, donc, là, tu as entendu notre proposition. J'ai quelques questions à te poser. Pardon. Euh,
je voulais savoir en fait quel est ton état d'esprit, à toi en tant que parent d'élève, et puis de manière générale, l'état d'esprit des parents d'élèves de là à Aragon, avec qui tu as pu être en contact. On en est tous au même point, on est très inquiets, en fait, on nous demande des réponses auxquelles nous, on ne peut pas répondre, en fait, on n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir statuer nous-mêmes. On est tous très inquiets, on est dans l'incertitude, en fait. Un jour, on se dit oui, un jour, on se dit non. Compliqué, très compliqué. Mais oui, c'est le problème principal en fait, hein. L'incertitude, l'incompréhension, le manque de clarté pour tout le monde, hein. Évidemment pour les parents, à qui on leur demande d'être volontaires. Mais c'est vraiment une question posonnée. Et puis c'est le même problème pour les enseignants, pour les directeurs, et puis bien sûr pour tous les services municipaux, la maire, le maire en particulier, et puis tous les agents qui auront à intervenir dans les écoles. Ouais, 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 c'est vrai. Il y a vraiment cet effet de marche forcée euh, euh, qui n'est pas sérieux, quoi. Euh, une autre question, s'il te plaît, Marine, est-ce que les parents de l'école Aragon ou les parents avec qui tu as pu être en contact, est-ce qu'ils ont eu des informations de la part du directeur de l'école ou des enseignants sur les conditions de classe concrètes qui vont être mises en œuvre ou qui seront peut-être mises en œuvre? Alors, on a eu un mail, on a reçu un mail de la directrice de l'école, savoir si oui ou non on mettait nos enfants. Donc, on y a répondu. Et aujourd'hui, on a pu, alors en tout cas pour la classe de mon fils, échanger avec l'institutrice qui se posait la question de savoir si oui ou non on remettait nos enfants. Et on a pu lui poser des questions. Et je pense que le protocole qui est demandé actuellement est tellement énorme que je pense que même les maîtresses n'ont pas la solution exacte pour recevoir nos enfants dans les bonnes conditions. Tout simplement, c'est Ouais, compliqué. ouais, ouais. Est-ce que par exemple, tu as au moins une information sur le fait qu'il y aura assez de personnel pour accueillir les enfants? Alors ça, j'en ai aucune idée. À l'heure qu'il est, je ne sais pas du tout. Je sais que les conditions d'accueil vont être très difficiles. Moi, c'est ce que je déplorais, c'est que l'école a vocation d'enseignement à la base, et là, on est plus sur de la garde d'enfants. Ça explique que finalement, vos enfants vont devoir rester assis à un poste fixe toute la journée. Déjà, pour un élève d'élémentaire, c'est compliqué. Donc, pour un élève de maternelle, jusque 6 ans, lui demander de ne pas quitter son poste, de ne pas faire de petits ateliers, toutes ces choses-là, c'est extrêmement compliqué pour un enfant de cet âge-là. Et pour tout enfant même, hein. Mais Difficile à oui, mettre en place pour ouais, tout le ouais, monde. ouais, 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 je comprends bien, je comprends bien ce que vous nous dites. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il faut arrêter de parler d'école, parce que ça va pas être de l'école. Et, et, euh, et effectivement, les conditions d'enseignement ne seront pas réunies pour que ce soit favorable, épanouissant, socialisant pour les enfants. Ouais, ça paraît évident. Euh, Marine, une dernière question, si vous me permettez. Euh, alors, je sais que personnellement, vous êtes dans une situation particulière puisque votre petit garçon est porteur de handicap. Est-ce que pour votre enfant, est-ce que vous avez eu des réponses précises sur la façon dont il va pouvoir être accueilli et comment sa journée de classe à lui, compte tenu de son handicap, ça va pouvoir se passer? Alors, comme j'ai pu échanger avec la maîtresse qui est très à l'écoute et qui connaît bien mon petit garçon, on trouve essentiel pour lui, au point de vue de sa difficulté, c'est de retourner à l'école. Parce que là, actuellement, il n'y a plus du tout de suivi. Tout le suivi est arrêté. L'école est un moteur pour lui et actuellement, donc tout est stoppé. On trouve essentiel qu'il puisse retrouver le chemin de l'école. Et ce que la maîtresse m'a proposé, c'est si toutefois il y avait quelques difficultés, que ce soit sur les gestes barrières ou toutes ces choses-là, on arrêterait. Il arrêterait d'y retourner. Mais là, il est vraiment essentiel pour lui, comme pour d'autres enfants, hein. Il n'est pas seul dans sa situation. D'autres enfants qui ont énormément besoin d'être stimulés par l'école, par les élèves, par le groupe classe, toutes ces choses-là. Donc pour moi, oui, Ouais, au jour d'aujourd'hui, après l'échange avec la maîtresse, je suis d'avis à le mettre à l'école, mais je ne suis pas confiante du tout. ouais, 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 je comprends bien.
vous avez raison de rappeler le dévouement, hein, des personnels, du personnel enseignant. Moi, effectivement, j'ai des échos bon, dans ma propre équipe, mais effectivement, dans beaucoup d'écoles, j'ai des échos sur Croix, Ouascal et puis Roubaix. Et effectivement, les enseignants sont clairement dévoués et essayent au maximum de proposer des solutions, des aménagements pour répondre aux besoins des élèves, parce qu'elle est là la mission première de l'école. Euh, euh, mais comme vous le dites, la grosse interrogation, la grosse préoccupation, c'est le respect de ces gestes barrières. Et en ça, notre proposition vise aussi à répondre à ça, parce que en maternelle en particulier, avec des groupes de 5 enfants limités, on peut euh, euh, refaire, réintroduire progressivement de la socialisation entre les enfants parce qu'ils en ont vraiment besoin, en particulier votre fils, mais dans un cadre, 5 enfants, dans une grande salle, un cadre qui permet plus facilement, plus progressivement de respecter les consignes du protocole sanitaire et, euh, et de voilà et des normes d'hygiène et de sécurité. Bon, je, on- je vous remercie vraiment très sincèrement, Marine, pour votre témoignage. C'est moi. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas, si vous avez des nouvelles informations sur ce qui se passe dans votre école ou de manière générale sur Wascal, n'hésitez pas à nous en informer. On essaiera de relayer comme on le peut. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis à Merci. bientôt, je l'espère. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée, Marine. Bonne soirée. Au revoir, Marine. Donc là, nous avons entendu le témoignage de Marine, donc parent d'élève hein, à Wascal, où on le voit, c'est flou, il reste combien 4 jours avant la reprise et aucune information précise n'est encore fournie. Les enseignants font au mieux, mais concrètement, ce qu'il en est de la cantine, ce qu'il en est des agents d'entretien, est-ce qu'ils vont pouvoir laver les sanitaires 4, 5, 6, 7 fois par jour. Euh, 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 il va, voilà, l'incertitude règne et c'est très compliqué. Euh, il y a une question donc qui m'est parvenue concernant effectivement la cantine, la garderie, comment ça va s'organiser. Eh bien, la difficulté, c'est qu'on n'a pas d'informations précises, définitives. Il semblerait que pour l'instant, au moins pour le démarrage, la mairie de Wascal se dirige vers des repas froids. Donc voilà, plus pratique, notamment pour le respect de l'hygiène alimentaire. On se dirige sur des repas froids, plus faciles à distribuer et aussi plus faciles à évaluer en termes de quantité. Et donc, voilà, repas froid, avec encore une incertitude, est-ce qu'ils seront malgré tout servis au réfectoire ou bien servis en salle de classe? Pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse précise à ce sujet-là. On va pouvoir passer à notre fil rouge, hein, le fil rouge des mardis de Faisons Wascal ensemble, en la personne de Patrick Proisy, futur maire de Fâche-Tuménil. Bonsoir Patrick, tu m'entends? Oui, je t'entends, Benoît. Le fil rouge qui a mis une cravate rouge. Génial. Eh ben voilà, très bien. Bon, encore une fois, un grand merci pour ta présence ce soir avec nous. Euh, sans transition, écoute, j'ai une première question pour toi. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il en est à Fâche-Tuménil? Est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation en termes d'organisation à Fâche au niveau des écoles? Ouais. Euh, Tout d'abord, évidemment, bonsoir à tout le monde. Pour donner une petite précision par rapport au repas en classe, a priori, c'est une piste qui est plus ou moins abandonnée par la plupart des mairies et l'académie a dit qu'ils n'étaient pas forcément favorables à ça. Et en plus, ça amène tout un autre tas de problèmes logistiques. Comment tu fais pour nettoyer les tables? Parce que tu sais, il est censé avoir un certain nombre de nettoyages par jour. Comment tu fais pour nettoyer si les enfants sont là en train de manger? Voilà, donc cette idée du repas sur la table dans la classe, a priori, elle a tendance à être retirée. À Fâche-Tuménil, écoute, en une semaine,
les avancées et les choses que l'on sait en plus ne sont pas immenses et c'est un problème. On a des capacités maintenant à savoir à peu près combien d'enfants pourraient rentrer, mais ça reste des estimations. On a aussi eu des capacités à estimer combien d'effectifs pourraient être présents. Et là, pour le coup, il y a des gros problèmes. Nous, on nous a fourni un tableau où on nous a dit que le personnel attendu pour que, par exemple, la restauration fonctionne bien, c'est 59 agents. Actuellement, quand on regarde les effectifs présents, qui pourraient être présents donc à la reprise, c'est 36. Donc il en faudrait 59, il y en a 36. Voilà, c'est l'un des gros problèmes face auxquels les mairies vont devoir se frotter. J'imagine que si c'est le cas à Fâche-Tuménil, il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas dans les autres mairies. Sinon, à part ça, nous dire que le jour de rentrée des enfants serait le 14. Voilà, 11-12 mai, ça serait pré-rentrée des profs, installation des locaux, j'imagine. Tu vois, prendre bien le temps en 2 jours de tout bien installer. Et rentrée des enfants le 14. Rentrée des enfants, CP, grande section CM2 uniquement. Et donc là, on est, dans les chiffres qu'on a reçus, on est quasiment à du 50%. Voilà, à part ça, honnêtement, il y a tout un tas de questions logistiques qui ont été livrées à la mairie, des masques qui ont été commandés par la mairie pour le personnel de mairie. On ne sait pas. Les agents techniques sont en train de regarder la faisabilité pour faire des marquages à l'extérieur des écoles, aux entrées, pour faire le mètre et demi de distance entre les parents qui amèneraient les enfants. Mais tout ça, c'est encore beaucoup de questions. Et de réunion en réunion, à chaque fois, on reporte des questions. Et ça commence à être très inquiétant parce que l'inspectrice a fixé le 7 mai, donc après-demain, comme le jour de la communication aux parents des modalités de rentrée. Donc voilà, ce que je peux te dire sur les récentes évolutions à Fâche-Tuménil. Oui, donc c'est effectivement une situation qu'on retrouve voilà, à Wascal et à Roubaix. C'est que ça va être très compliqué d'être fait malgré toute la bonne volonté des enseignants, des directeurs, des agents municipaux et même des maires. Moi, je suis convaincu que Madame Ducré, elle fait tout ce qu'elle peut, hein, c'est pas ça le problème. Mais on se retrouve avec ce qui devient un ultimatum maintenant finalement, hein, du 11 mai, cet ultimatum qui s'impose à tous, alors que tout le monde, quelle que soit sa situation, parent ou administratif, on voit bien qu'on ne sera pas prêt. Voilà, on le voit, c'est flagrant. Sans compter, après, bon, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais le problème, c'est qu'on manque de masques en France, ça, il faut le dire, encore. Même si ça commence à arriver en magasin, il n'y en a pas assez pour tout le monde. En plus, ils sont trop chers, il faut les distribuer gratuitement, hein, on est d'accord là-dessus, je pense, Patrick. Et il n'y a pas de tests, pas assez de tests, et il n'y a pas non plus de procédure d'isolement avec des réquisitions d'hôtels ou des choses comme ça qui permettront d'isoler éventuellement les porteurs qui seraient testés. Donc on voit qu'on n'est pas prêt, moi. Du coup, moi j'ai une question à te poser, Patrick. De ton point de vue, dès lors qu'on n'est pas prêt, et c'est objectif pour tout le monde, quelles sont les intentions réelles de ton point de vue, les intentions réelles du gouvernement derrière cette décision d'ouvrir à marche forcée les écoles le 11 mai? Tu sais, pour filer la métaphore militaire qui est si chère à notre président, tu sais, c'est comme toutes ces grandes batailles de l'histoire de France qui ont été perdues, où tout le monde disait au général, c'est pas possible, ce plan va pas marcher, on va se faire faucher et au premier assaut, on va se faire déglinguer, si je peux me permettre. Et où le général disait, c'est pas grave, on le fait quand même. Tu vois, moi j'ai vraiment l'impression, parce que j'ai fait de l'histoire militaire, figure-toi, dans mes années de chercheur en histoire, et pour le coup, le parallèle est tout à fait frappant. Donc on sait qu'on va vers une catastrophe, tu l'as dit, l'OMS le dit, le conseil scientifique disait qu'il valait mieux rouvrir en septembre. Tout un tas de pays autour de nous disent ça sera septembre, et d'autres qui avaient commencé à rouvrir, par exemple le Japon, disent on referme les écoles.
On a cette semaine une petite réaugmentation du nombre de contaminations, et pour autant, on maintient ce cap qui est une hérésie sanitaire, hein, tout simplement, parce qu'on sait qu'on n'a pas les capacités pour amener cette sécurité sanitaire. Alors, l'objectif du gouvernement, si on était très négatif, on pourrait dire que le but est de mettre en place la fameuse stratégie du stop and go. C'est-à-dire que comme on estime qu'il faudrait 60-70% de la population qui soit touchée pour que l'immunité collective fonctionne, bon, bah écoute, on va rouvrir les écoles. Comme ça, la contamination va reprendre un petit peu et puis quand nos capacités hospitalières seront à nouveau saturées, on reconfinera. C'est très, très bien documenté, hein, c'est pas du tout complotiste. C'est une stratégie de déconfinement, puis de reconfinement, enfin, pour adapter à chaque fois le niveau des capacités hospitalières avec le nombre de contaminés, pour essayer d'arriver à ce palier où il y aurait la fameuse immunité collective. Ça peut être une explication. La deuxième, ouais, elle est tout simplement comptable. Voilà. Tu sais, les tableaux Excel à la place du cœur. Bon, ben, comment expliquer que les collégiens rentreront plus tard, que les lycéens rentreront plus tard? Ben, tout simplement parce qu'ils sont capables de se garder tout seuls. Voilà. Tandis que les enfants de primaire et les enfants de maternelle, les parents ne peuvent pas les laisser tout seuls à la maison. Donc, si on veut que les parents puissent retourner au boulot, parce que le but pour eux, c'est que tout soit comme avant, hein, que tout le monde retourne au boulot de la même façon, qu'on se mette à reproduire, à produire de la même façon et à consommer de la même façon. Donc, on remet les enfants les plus petits à l'école, comme ça les parents pourront retourner au taf. J'entends bien hein, qu'il y a une nécessité économique, mais il y a une nécessité sanitaire, la sécurité sanitaire des gens qui, pour moi, est supérieure à cette nécessité économique, tout simplement. On ne badine pas avec la santé des gens. Ça, c'est un avis que peut-être on peut partager. Évidemment, évidemment. Oui, oui, oui. Non, je partage tout à fait ton avis. Une dernière question, si tu le permets, avant de se quitter. Euh, Si tu avais été en fonction, et voilà, pour de vrai, si tu avais été en fonction donc de maire, euh, quelle aurait été ta décision, la décision du conseil municipal concernant la réouverture des écoles le 11 mai? Bah, là, déjà, je suis invité aux réunions en mairie avec les directeurs de service et le maire encore en place. Et je suis le seul à poser la question, est-ce que l'éventualité d'une non-réouverture est possible? Et en fait, je m'aperçois que le maire actuel n'y pense pas du tout. Lui, on fonce tête baissée, on rouvrira. Après, je pose la question, est-ce que l'éventualité d'une réouverture sans le périscolaire et sans la cantine est possible aussi? Parce que le périscolaire, c'est en termes de nombre d'animateurs, ça va être hallucinant, hein, nombre parce qu'on n'est pas censé faire de brassage entre les classes. Donc si c'est valable aussi pour le périscolaire, ça veut dire qu'il te faut un nombre d'animateurs vachement élevé par rapport à ce qu'il y a d'habitude. S'il t'en faut un par classe, limite. Enfin, c'est pas limite, c'est les faits. Donc, moi, je pose ces questions-là et en fait, on ne me répond pas. C'est comme si je parlais d'une façon un peu folklorique. Sauf que je rappelle que on a les maires de l'agglomération d'Hénin-Carvin, 14 communes qui ont dit on n'ouvrira pas les écoles. On a les maires de Lens-Liévin, 36 communes qui ont dit on ne rouvrira pas. Il y a les maires de la région parisienne, 329, si mes souvenirs sont bons. C'est peut-être pas ça, mais c'est plus de 300, qui ont aussi émis des doutes quant à la réouverture. Et on voit qu'il y en a un petit peu partout. Moi, je pense que il faut avoir une position politique ferme, quoi, en disant on n'est pas capable de le faire, on n'est pas capable d'assurer la sécurité sanitaire des gens, on rouvre pas l'école. Ce qui n'empêche pas de mettre en place des procédures pour les familles qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins parce qu'il faut nourrir les gosses le midi et qu'habituellement ça coûtait pas aussi cher. On peut dire que l'argent qu'on économise sur le plateau, par exemple un plateau qui revient à 1 euro, qui coûte 1 euro à une famille, mais qui en coûte à peu près 7 à la mairie. Actuellement, la mairie fait bien 6 euros d'économie par jour sur ce plateau. Donc on peut très bien dire que ça peut abonder une caisse
qu'ensuite on met à disposition du CCAS pour amplifier les actions sociales. Très bien, ça règle en partie ce problème-là. On peut aussi faire, comme tu dis, de l'accueil renforcé où on garde les enfants des personnels soignants et prioritaires, ainsi que quelques élèves qui auraient été repérés comme décrocheurs, parce que je pense que les enseignants doivent être en capacité, ça c'est à toi de me dire, mais les enseignants doivent être en capacité de dire par rapport à ce qui m'est remonté des devoirs chaque semaine, chaque jour. Bon, là, il y a peut-être des petits problèmes qu'il faudrait réussir à régler. Je pense qu'on aurait proposé ça. Oui, bah c'est tout le sens de la proposition que nous faisons, nous, pour Wascal, hein, tout à fait. Reporter l'ouverture de l'école, proprement dite, hein, parce que les conditions ne sont pas possibles, et aménager un service d'accueil élargi par rapport à ce qui se fait déjà avec les enfants prioritaires et les enfants qu'on appelle décrocheurs. Bon, moi, je dis avec des difficultés à suivre l'enseignement à distance. Mais oui, effectivement, on partage la même proposition. C'est ça qui serait le plus raisonnable. Et ça permettrait aussi de tester le dispositif, parce que là, le gros problème, il va falloir qu'on conclue, mais le gros problème aussi, c'est que là, on navigue à l'aveugle et on va partir sans avoir pu tester l'ensemble des protocoles concrets, la gestion des files d'attente devant l'école, la gestion des passages aux toilettes. Enfin, bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Patrick, je voulais vraiment te remercier encore une fois pour cet échange très riche. On te dit à très vite. Voilà. Et puis nous, voilà, je m'adresse aux Wascalins. Je vous invite à poursuivre l'échange sur nos réseaux. J'ai vu passer un certain nombre de questions ou de remarques à laquelle, justement, le problème, c'est que nous n'avons pas encore les éléments de réponse pour y répondre. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dès qu'on aura l'information, on ne manquera pas de vous répondre. Voilà. À bientôt, Patrick. À la semaine prochaine, peut-être. Salut. Merci pour l'invitation. À bientôt. Ciao. Merci, Patrick. Bon, on quitte l'école maintenant. Enfin, pas tout à fait, vous allez voir, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Pierre Charret. Bonsoir, Pierre. Tu m'entends? Je t'entends, oui, je suis prêt, d'accord. Voilà. Oui. Donc, Pierre, j'ai déjà dit que tu es résistant, franc-tireur partisan, tu es communiste et tu nous fais l'honneur de clore notre liste à l'élection municipale. Et donc, si je disais en introduction qu'on ne quittait pas tout à fait l'école, c'est parce que depuis plusieurs années maintenant, tu interviens régulièrement dans les établissements scolaires, en particulier les collèges et les lycées, et donc pour témoigner. Et donc, tu as choisi de nous dire un mot sur le 8 mai ce soir. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on te laisse le micro. À toi, Pierre. Bien, ce micro, je le prends pour célébrer, comme vous m'y avez invité, le 8 mai, le 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme, qui ne sera pas marqué par des cérémonies cette année en raison du confinement, mais qui sera quand même marqué par les organisations d'anciens combattants en particulier. Et à ce sujet, je vous ai transmis déjà le communiqué de l'UFAC, l'Union française des anciens combattants, qui chaque année préside à ces cérémonies par son communiqué national. Je vous laisse le soin de le publier. Mais cette commémoration, évidemment, nous n'entendons pas l'oublier. Le 8 mai 1945 à Berlin, les Alliés imposaient la capitulation à l'Allemagne hitlérienne. La France était présente grâce à la résistance, pour une bonne part, qui avait su se rassembler le 27 mai 1943 avec Jean Moulin, rejoignant les forces françaises libres du général de Gaulle. Et cette guerre mondiale, provoquée par Hitler, avait coûté cher au peuple. Plus de 50 millions de morts, dont plus de la moitié de civils, particulièrement dans les pays où s'étaient déroulés les combats, et 10 millions de déportés, parmi lesquels 6 millions de juifs, de tziganes et autres sous-hommes, comme les hitlériens les appelaient, des races inférieures. Cette victoire, nous l'espérions, devait mettre fin aux idéologies racistes, de haine dominatrice
et devait assurer la paix, ouvrir la voie aussi aux décolonisations pour ces peuples qui avaient apporté leur part à la victoire sur le nazisme. Et nous pensions que cette victoire assurerait la paix et pour tous les peuples, et aussi la voie du progrès. En France, le Conseil national de la résistance, le CNR, avec ses FFI volontaires, avec son aide apportée au succès du débarquement et de la libération, allait apporter encore après la libération des centaines de milliers de volontaires résistants engagés pour la durée de la guerre, pour la poursuivre jusqu'à Berlin avec la première armée du général de Lattre et la deuxième DB du général Leclerc qui avait débarqué. Le Conseil national de la résistance promettait aussi dans son programme des jours heureux, c'était son titre, pour l'après-libération. Centré sur l'intérêt général primant sur les intérêts particuliers, il entendait reprendre aux grands patrons collabos le contrôle de l'économie avec les nationalisations, la création de grands services publics, la Poste, l'énergie, la SNCF, la libération de la presse, j'en passe, et il ouvrait la voie à des avancées sociales durables avec un nouveau code du travail, des retraites, la sécurité sociale gérée par les assurés, l'hôpital public avec les moyens qu'il faut pour qu'il puisse répondre aux besoins de santé de la population, l'éducation nationale, une fonction publique digne et assurée aussi pour faire face à tous ces besoins. Or, depuis des années, avec le démantèlement ouvertement revendiqué par le patron Kessler il y a déjà longtemps, nié maintenant, mais poursuivi pourtant depuis par les gouvernements successifs et aggravé encore par la crise actuelle et son traitement, ce programme a été mis à mal et on mesure aujourd'hui les dégâts et les conséquences. Il faut défendre et développer cet héritage de la résistance et de la victoire de 1945, qui promettait au monde, avec la création de l'Organisation des Nations Unies, une paix indispensable à l'épanouissement des peuples. 75 ans après, fidèles au combat des résistants et des alliés, nous devons consolider cette ONU, cette Organisation des Nations Unies, pour qu'elle puisse répondre à ses objectifs, mettre fin aux conflits, certes, et aux menaces hégémoniques, à la course aux armements, à commencer par l'interdiction des armes atomiques et du commerce des armes, et consacrer nos ressources et toutes ces économies qu'on peut faire pour faire face aux nouveaux défis écologiques et environnementaux dans une indispensable coopération des peuples, solidaire et fraternelle. Voilà les réflexions qui nous motivent pour marquer la mémoire du 8 mai 1945, à Ouaskal comme partout, où nos monuments aux morts témoignent, nous rappellent le terrible tribut payé par nos populations. Le message de l'UFAC nous y appelle, je vous l'ai remis, je souhaite qu'il fasse son chemin. Je n'ai pas pu réduire mon intervention à la mémoire de la résistance de Ouaskal. Le temps nous manquerait pour cela, mais il est évident qu'à Ouaskal, comme partout dans le monde, on commémorera, je l'espère, avec toute l'importance qu'il mérite ce 75e anniversaire. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci, c'est toujours extrêmement riche de t'entendre et de t'avoir à nos côtés. On en est très fiers. J'en profite d'ailleurs pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur toi et sur ta jeunesse et ta vie de résistant. Ils peuvent se rendre chez leurs marchands de journaux, les maisons de la presse, et acheter le magazine Phosphore, le dernier numéro du mois de mai de Phosphore, Oui. où il y a donc une planche, enfin 8 planches même de bande dessinée qui te sont consacrées
dans un dossier sur les résistants lycéens. Oui. Merci encore, Pierre. Merci, je Ce continue. message de... Donc, je pourrais témoigner aussi, comme je le fais, comme tu disais tout à l'heure, dans les écoles, dans l'école pour apprendre. Voilà. Oui, À oui. bientôt. Peut-être au mois de juin pour les lycées. À bientôt, Pierre. À bientôt, merci. À bientôt. Ce message de Pierre, il nous rappelle quoi en fait? Il nous rappelle que cette année, compte tenu des circonstances et puis des conditions sanitaires, c'est la première fois que les cérémonies du 8 mai auront lieu avec les maires seuls, ou presque seuls. Seulement, le problème, c'est que le 8 mai, c'est pluriel. Et on trouve une pluralité de sens derrière cette commémoration du 8 mai en fonction de sa culture familiale, en fonction de ses convictions ou de son histoire. Et le sens qu'on lui donne, nous, faisons Wascal ensemble, à ce 8 mai, tout ce que vient de nous répéter Pierre, hélas, il n'est pas représenté par Madame Ducret. C'est pourquoi nous demandons ce soir à Madame le maire, à ce que l'ensemble des têtes de liste aux élections municipales de Wascal puissent être présentes à la cérémonie de ce 8 mai, dans une optique de rassemblement, et évidemment en respectant la distanciation physique et les gestes barrières. On envoie cette demande par écrit, évidemment, à la maire sortante, Madame Stéphanie Ducret, mais on comptait vous en faire part à vous, chers Wascaliens et chères Wascaliennes, ce soir, pour que vous le sachiez. Voilà. Un grand merci. J'ai souscrit, oui, Pierre. évidemment. Oui, et j'espère que... Et j'espère que Madame Ducret pourra nous répondre favorablement. Et j'aimerais que tu sois à mes côtés pour y assister, dans l'idéal. Hein, on verra comment ça peut s'organiser. J'espère en tout cas avoir un retour de la part de Madame Ducret. Voilà, notre deuxième mardi de Faisons Wascal ensemble se termine. Un grand merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Un grand merci évidemment à nos intervenants de ce soir, Marine Cuvelier, Patrick Proisy, Pierre Charret. On se retrouve mardi prochain à 20h30 et on devrait parler cette fois-ci de vélo, ou en tout cas de transport en général, puisque les autorités sanitaires semblent confirmer que la pratique du vélo serait l'un des meilleurs moyens de déplacement dans la commune, là, à l'occasion de ce déconfinement. Donc on se retrouve mardi prochain. Je vous souhaite une bonne soirée et puis portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.